Pasadena, California, 21 octobre 1965, 3h45 du matin. Le téléphone sonne. Un homme de 47 ans, cheveux sombres, un léger sourire aux lèvres même à moitié endormi, décroche. C'est Richard Feynman. Au bout du fil, un reporter d'ABC News. « Monsieur, vous venez de gagner le prix Nobel. » La réponse de Feynman ? « Je ne viendrai pas. Dites-leur que je ne viendrai pas. » 5 mots. Il raccroche, se retourne et se rendort. Oubliez tout ce qu'on vous a dit sur cette scène. On vous a souvent vendu l'image du génie rebelle qui refuse la plus haute distinction du monde par pur ego ou excentricité. C'est le clickbait historique parfait. Mais la vérité est bien plus tranchante et elle risque de retourner votre vision de ce qu'est la réussite. Feynman n'a pas formellement refusé le prix. Il a essayé. Il en a été dissuadé par un collègue de Caltech qui lui a lancé « Richard, si tu refuses, le cirque médiatique sera encore plus grand que si tu acceptes. » Alors, il a cédé. Il est allé à Stockholm. Il a pris sa part des 55 000 $. Le problème n'était pas ses pairs, Tomonaga et Schwinger, qu'il respectait infiniment. Le problème, c'était le métal lui-même. Toute sa vie, il a utilisé un seul mot pour décrire cette médaille. Inutile. Pourquoi? Parce que l'homme qui a failli dire non au Nobel n'était ni difficile, ni ingrat. Il avait simplement compris quelque chose sur les honneurs, les titres et toute la machinerie du prestige que 99% des gens ne voient jamais. Une fois que vous l'aurez vu, vous ne pourrez plus dévoir cette réalité. 16 ans plus tard, face à la BBC, il lâchera cette phrase qui est le centre de gravité de son existence. Je ne vois pas en quoi le fait que quelqu'un à l'Académie suédoise décide que mon travail est noble mérite un prix. J'ai déjà eu le prix. Le prix, c'est le plaisir de découvrir la chose. Le kick de la découverte. Les honneurs, ils sont irréels pour moi. Ce n'était pas de la modestie. La modestie dirait « je ne le mérite pas ». Feynman, lui, disait quelque chose de bien plus radical. La catégorie même de médaille est une fiction sociale. Un costume. Mais d'où vient une telle certitude? On ne se réveille pas un matin à 47 ans en décidant que le Nobel est un décor de carton-pâte. Pour comprendre, il faut remonter le temps, bien avant 1965, dans un petit magasin de vêtements de New York, tenu par un homme nommé Melville. Comment construit-on un cerveau capable de renvoyer le Graal de la science à l'envoyeur? Pour trouver les racines, il faut s'éloigner des laboratoires et entrer dans une boutique de vêtements du New York des années 30. Melville Feynman, le père de Richard, n'avait pas dépassé le lycée. Il vendait des uniformes, des képis de policiers, des galons de pompiers, des vestes de grooms. Et il avait une règle d'or qu'il martelait à son fils. « Regarde le pape, enlève-lui sa calotte, ses robes, son anneau. Il ne reste un homme, exactement comme les autres. » C'est le chapeau qui fait le pape, pas l'homme en dessous. Melville vendait les chapeaux. Il savait qu'il n'était que du tissu. Il a appris à son fils à ne jamais confondre le costume avec la personne. C'est la graine de tout ce qui suit. Chaque refus de Feynman est un écho de cette boutique. Prenez son premier test. 1934, il a 16 ans. Lycée de Far Rockaway. On l'invite à rejoindre l'Arista, la société d'honneur des meilleurs élèves. Il s'assoit à une réunion et observe. Que font ces génies en herbe? Ils votent pour décider quels autres élèves sont assez dignes de les rejoindre. C'est tout. C'est le but unique. Feynman, à 16 ans, fait le calcul. Un groupe dont la seule fonction est de trier qui est dedans et qui est dehors est une perte de temps statistique. Il démissionne. 30 ans plus tard, le décor change, mais pas la pièce de théâtre. Il est désormais le grand professeur Feynman à Caltech. Il est élu à l'Académie nationale des sciences, le sommet de la reconnaissance américaine. Il assiste à quelques réunions et le vertige le prend. L'activité principale consiste, encore et toujours, à délibérer sur qui mérite d'entrer dans le cercle. La structure est identique à celle du lycée. Il écrit une lettre cinglante, démissionne et ne revient jamais. Le filtre de Feynman était simple. Que fait ce groupe quand les portes se ferment? Si la réponse est « on s'auto-congratule et on gère l'accès au club », il partait. Le travail, la science, la vraie, avaient quitté la pièce depuis longtemps.
Alors, quand le téléphone hurle à 3h45 ce matin d'octobre 1965, Feynman a déjà passé 30 ans à dire non. Il a décliné des doctorats honorifiques de Columbia et Chicago, il a fui les académies, il a un casier de non-conformiste parfaitement propre. Mais cette fois, le piège est mondial. Sa femme, Gwyneth, lui annonce que la nouvelle est déjà sur toutes les ondes. Il n'y a plus de refus privé possible. Feynman appelle Lee Dubridge, le président de Caltech, prêt à tout envoyer valser. Et Dubridge lui pose la question qui change tout. « Richard, si tu refuses, que crois-tu qu'il va se passer? Tu deviendras l'homme qui a refusé le Nobel. Chaque reporter du pays t'appellera. Chaque journal en fera sa une. Tu ne pourras pas travailler pendant 1 an. Accepter, c'est en réalité le chemin le plus calme. » Feynman réfléchit. Il déteste le spectacle, mais il déteste encore plus être interrompu dans ses recherches. Il accepte. Direction Stockholm. Smoking, médaille, caméra. Mais observez un détail que presque tout le monde rate, sa liste d'invités. Un lauréat remplit d'ordinaire sa liste de dignitaires, de doyens d'université et de politiciens. C'est une parade. La liste de Feynman? Sa famille et quelques amis proches de Caltech. Pas de président, pas de sponsor. Il envoyait un message silencieux. Ceci n'est pas une célébration pour le monde, c'est un dîner avec ceux que j'aime. Et puis, il y a ce moment suspendu au banquet royal. Feynman est assis à côté d'une princesse du Danemark. Elle l'interroge sur ses travaux. Il tente d'expliquer l'électrodynamique quantique avec la clarté d'un homme qui vient d'en percer les secrets. Elle le coupe. « Oh, mais personne ne comprend cela, donc nous ne pouvons pas en parler. » Et là, au milieu du dîner le plus prestigieux de sa vie, entouré de rois et de ministres, Feynman lâche cette phrase qui définit son âme. Au contraire, c'est parce que quelqu'un en sait quelque chose que nous ne pouvons pas en parler. Ce sont les sujets sur lesquels personne ne sait rien, dont nous pouvons discuter à l'infini. Relisez bien. Il disait à une princesse que le bavardage social, les mondanités et les débats d'experts de salon ne sont que du vent. Pour lui, la vraie connaissance est si précise, si exigeante, qu'elle ne supporte pas le théâtre des apparences. Il voyait la cérémonie du Nobel comme une industrie de gens simulant une expertise qu'ils n'avaient pas, se remettant des médailles pour valider la performance. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Car si vous pensez que Feynman a simplement gagné contre le système, vous manquez le plus grand paradoxe de sa vie. C'est ici que le récit prend un virage que la plupart des conteurs ignorent. Si l'on s'arrête à l'image du génie grincheux qui refuse de jouer le jeu, on rate la leçon fondamentale. Feynman considérait le Nobel comme irréel pour valider son travail, mais il a compris qu'il était redoutablement réel comme outil de communication. Il a découvert le paradoxe du mégaphone. Avant 1965, Richard Feynman était une légende chez les physiciens, mais un inconnu pour le reste du monde. Après 1965, son nom est devenu une autorité, et il a utilisé cette autorité de la manière la plus spectaculaire qui soit lors de la catastrophe de la navette Challenger en 1986. Imaginez la scène. Une commission de 13 membres, des généraux, des sénateurs, des administrateurs de la NASA. Ils voulaient une enquête feutrée, contrôlée, institutionnelle. Ils voulaient protéger l'image de l'organisation. Feynman, lui, a pris un petit serre-joint et un morceau de caoutchouc. Devant les caméras du monde entier, il a plongé le joint dans un simple verre d'eau glacée. Il a montré qu'une fois refroidi, le matériau perdait toute élasticité. 73 secondes après le décollage, 7 personnes étaient mortes à cause d'un simple anneau que personne dans la pièce ne voulait pointer du doigt. Le monde a regardé, pétrifié, parce que l'homme qui faisait cette démonstration de cuisine avait le prestige du Nobel pour protéger sa parole. Sans la médaille, il n'est qu'un professeur à la retraite avec une intuition. Avec la médaille, il est celui dont les caméras ne peuvent pas se détourner. C'est là toute la nuance. Il méprisait l'honneur, mais il a saisi l'outil. Il n'était pas contre le Nobel, il était contre l'idée que le Nobel était la destination finale. Pour lui, la médaille était un levier pour forcer la vérité à sortir de l'ombre des hiérarchies. Et c'est là que le piège se referme sur nous, car ce système de titres et de certification régit votre vie, votre carrière et vos interactions sociales.
Quelqu'un a décidé que les galons comptaient plus que la solution. Quelqu'un a construit ce théâtre où le costume définit la compétence. Et vous y jouez un rôle chaque jour sans même le savoir. Pourquoi est-ce que tout cela compte pour vous? Vous n'avez pas cliqué sur cette vidéo pour un simple cours de physique. Vous avez cliqué parce que l'histoire de Feynman touche une fibre que vous ressentez chaque jour. Vous avez passé des années à voir les mauvaises personnes obtenir les titres dans votre entreprise. Vous avez vu des gens bardés de diplômes être promus au-dessus de ceux qui résolvent réellement les problèmes. Vous avez subi ces réunions où le CV le plus bruyant l'emporte sur la meilleure idée. Ce système n'est pas un accident. Quelqu'un a décidé que le costume importait plus que l'œuvre. Mais une fois que vous chaussez les lunettes de Feynman, le décor s'effondre. Vous voyez le collègue avec toutes les certifications qui est incapable de débugger un script. Et juste à côté, la personne silencieuse qui comprend tout, mais qu'on ignore parce qu'elle n'a pas les épaulettes. Feynman nous a légué une clarté radicale. Le titre sur la porte ne fait pas le leader. La promotion ne fait pas l'ingénieur. La médaille ne fait pas le savant. C'est une libération philosophique. Il disait souvent « J'ai déjà reçu le prix. Le prix, c'est le plaisir de découvrir. » Pour lui, la transaction était terminée en 1948, seul face à son tableau noir, au moment précis où ses diagrammes ont enfin dompté l'infini. À cet instant, l'univers lui a murmuré un secret que personne d'autre ne connaissait. L'Académie suédoise n'a fait qu'envoyer un reçu 17 ans trop tard. La beauté du réel n'a pas besoin de validation. Une fleur ne demande pas de médaille pour sa symétrie, et une équation ne devient pas plus vraie parce qu'elle est gravée sur du métal. La prochaine fois que vous vous sentirez invisible sous le poids des hiérarchies, souvenez-vous du gamin de 16 ans qui a quitté la société d'honneur parce qu'il avait compris que le jeu était truqué. Ne cherchez pas l'honneur, cherchez le kick de la découverte. C'est là que réside la seule monnaie qui ne dévalue jamais.